Bonjour à toutes et à tous. Le minuteur me dit qu'on doit commencer. Donc, ce que je vous propose pendant les à peu près 50 prochaines minutes, c'est de parler pair programming et mob programming ensemble. J'ai envie d'essayer de faire passer un petit peu le message que derrière la pratique du pair programming, il y a plus que des gens qui écrivent du code. Juste, il se passe quelque chose quand on va mettre deux personnes ensemble, ou un peu plus, sur une même tâche, dans le bon environnement, on va dépasser la simple production de code. Très rapidement à propos de moi, donc, je suis Olivier Brélard, je suis consultant, j'interviens auprès de dirigeants, de managers, d'équipes, des fois même d'organisations complètes, autour de sujets qui vont aller de l'agilité au management, aux pratiques collaboratives, principalement orientées développement logiciel, mais pas que. Il peut y avoir des fois des besoins sur de la transition, sur de l'accompagnement d'équipe qui n'a pas de manager pour le moment et qui a besoin juste de se sentir un petit peu cadré, un peu soutenu. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur mon parcours, discuter ensemble, vous avez un QR code LinkedIn que je vais laisser encore quelques secondes pour qu'on se connecte et qu'on se rencontre peut-être dans le futur. Avant de dérouler le talk, un énorme merci à Tourentech de m'avoir proposé de rejoindre cet événement, enfin d'avoir sélectionné cette conférence. C'est toujours un grand plaisir de venir en conférence, de rencontrer des gens, d'autres speakers ou tout simplement et surtout un public qui s'intéresse, qui a envie de progresser, qui est curieux d'apprendre de nouvelles choses. J'espère que vous allez tirer des choses intéressantes de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. À la fin de la séance, je vous le rappellerai, mais il y aura un QR code pour que vous puissiez donner votre feedback. C'est hyper important pour l'organisation, pour savoir si c'était une bonne idée de m'inviter, et également pour moi, pour pouvoir améliorer cette conférence, essayer de la rendre encore plus intéressante, mieux animée que la fois précédente. Alors maintenant, l'origine de cette présentation. Alors cette présentation, je ne l'ai pas faite pour venir la donner en conférence à la base. Je l'ai faite parce que lors d'une précédente expérience, j'ai rencontré pas mal de blocages au niveau des développeuses, des développeurs, lorsque j'ai mis le sujet du pair programming un peu sur la table. Si je veux synthétiser très grossièrement, ça s'est passé un peu comme ça. On avait une organisation qui disait, nous, on a des bugs, on n'est pas super bon sur notre capacité à livrer vite, il n'y a pas trop de sentiments d'équipe, de solidarité, et on cherche une solution. Puis moi, une des solutions que j'ai proposées, c'est de réduire le WIP et de promouvoir des pratiques un peu plus collaboratives, de pair, de mob programming. Et j'ai eu une réaction un petit peu brutale, celle-là, quoi. Bon, j'ai pas été viré, mais j'ai pas été reçu avec autant d'enthousiasme que ce que j'aurais espéré. Ce qui s'est passé en fait, c'est que dans l'entreprise où j'étais avant, donc chez Coachum, le pair et le mob programming, c'était presque une norme dans les équipes que j'encadrais. Et c'est quelque chose qui s'est fait très spontanément en fait. On avait des équipes avec entre 3 et 5 développeurs, et pour l'une d'entre elles qui n'avait pas sur le papier une seniorité et des compétences dingues, ils se sont dit spontanément, sur le papier, on n'est pas des ouf, alors on va bosser tous ensemble et essayer d'être résilients, d'apprendre les uns les autres et essayer de devenir meilleurs comme ça. Et en quelques mois, c'est devenu une équipe assez référence au sein de chez Coachum. Et je pense que cette pratique, parmi tant d'autres, y est pour beaucoup. Donc quand je suis arrivé chez Augury, la fleur au fusil, je me suis dit, tranquille, on va faire pareil. Peut-être qu'ils ne savent pas trop faire, qu'ils n'ont jamais trop entendu parler de ça, ou qu'en tout cas, ça n'a pas été trop mis en avant. On va essayer de lancer ça. On m'a dit, ouais, c'est une perte de temps. Bon, j'ai été hyper surpris, mais dans mon rôle de coach agile, pour le coup, chez Augury, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de creuser un petit peu. Et ce que j'ai constaté, c'est que c'est quelque chose qui avait été discuté. Ils avaient essayé plusieurs fois des initiatives autour du pair programming, mais ils n'étaient jamais vraiment rentrés dans le sujet, quoi. Il y en a qui ont fait des petites initiatives un peu dans leur coin, sans trop de guidelines, et ça n'a pas super bien marché, ils ont assez vite abandonné. Et j'ai essayé de leur faire passer le message que c'est pas juste comment on s'installe sur un PC et quels outils on va utiliser pour que ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de choses derrière, hein. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde un peu ensemble. C'est le message que j'ai essayé de leur faire passer en leur proposant cette présentation-là.
juste avant qu'on enchaîne, est-ce qu'il y en a déjà ici qui ont fait du pair ou du mob programming? Waouh, il y a beaucoup de mains levées, c'est pas mal. Alors, gardez les mains en l'air, les personnes qui ont déjà eu cette occasion-là. Les personnes qui ont aimé faire ça, vous pouvez garder les mains en l'air. Toutes les mains restent en l'air. Mince, c'est hyper unanime. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du mob programming? C'est pair programming, mais à plus que 2. Enfin, pour le coup, on peut être 3, 4, 5. Ok, donc là, c'est encore un petit peu plus... Donc ça donne vraiment quand même l'impression que quand on s'y met, vous pouvez baisser les mains, hein, désolé. Il ne faudrait pas être responsable de crampes ou de choses comme ça. Ça donne vraiment l'impression que quand on s'y met vraiment, on y prend goût, on apprécie ça. Je donnerai la parole régulièrement en cours de conférence pour avoir un petit peu des feedbacks d'un petit peu tout le monde, mais on voit que pour des raisons certainement assez variées, quand on met le nez dedans, ça marche bien. Mais le tout, c'est de réussir à mettre le nez dedans correctement. Et on va aussi parler de ça. Donc, rappel rapide, c'est quoi le pair programming? Le pair programming, c'est, on va avoir 2 développeurs qui vont travailler ensemble. Alors, sur une machine, à l'ère du remote, mais l'idée, c'est d'être ensemble à travailler sur la même tâche, avec une personne qui va produire du code, qu'on va appeler le driver. Et l'idée, c'est que cette personne se focalise sur ce qu'il y a à faire immédiatement. On a identifié un petit problème, une step vers laquelle on a envie d'aller dans le cadre de notre développement. C'est cette personne qui va écrire le code qui va nous permettre d'atteindre cette étape qu'on a identifiée. Et on va avoir un navigateur, une navigatrice qui va prendre un petit peu de hauteur, qui ne va pas coder, qui va faire un petit peu de la review de code en temps réel, sans être non plus complètement hyper agressif ou agressive sur cette partie-là. Essayer de penser stratégique, penser c'est quoi l'étape suivante, éventuellement identifier les problèmes et proposer des améliorations en cours de route, on the fly. Donc l'idée derrière le pair programming, c'est pas forcément d'écrire du code plus vite, c'est d'avoir une meilleure réflexion à 2, d'identifier des black spots, des erreurs à 2. Et le constat qu'on fait, c'est que c'est vachement plus efficace. Et du coup, ça va au final peut-être moins vite en termes d'écriture de code pur, mais on écrit quelque chose de beaucoup plus qualitatif à 2. Et ça crée une collaboration véritable. On n'a pas quelqu'un qui écrit du code, et l'autre qui... Ouais, c'est bon, ça a l'air bien. Looks good to me. On n'est pas du tout dans cette approche, il faut un véritable engagement de la part des 2 parties pour que ça fonctionne. Donc il y a plusieurs styles de pair programming. Il y en a un qui est plutôt donc, celui que je viens rapidement de décrire, assez classique, avec un driver, un navigateur. Donc le driver, il est sur le clavier. Il est vraiment à chercher qu'est-ce que je développe, qu'est-ce que j'écris comme code pour pouvoir atteindre l'étape suivante. On ne prend pas trop de recul, on en prend un petit peu quand même, mais toujours un petit peu dans cet esprit Yagni, you ain't gonna need it. On reste simple et on essaie d'atteindre l'étape suivante. Il y aura du temps pour refactor, retravailler les choses pour réussir à adresser des problématiques un peu plus grandes. L'idée, c'est aussi d'expliquer en direct ce qu'on est en train de faire. C'est quoi le raisonnement? Pourquoi je suis en train de construire mon code de cette manière-là? Pour transmettre cette information au navigateur et créer un échange aussi sur cette partie-là. C'est hyper important pour avoir une compréhension commune de ce qu'on est en train de produire. Et pour le navigateur ou la navigatrice, l'idée c'est donc revoir le code sur le moment, donner des idées, guider un petit peu. Ah, tu es en train d'écrire de cette manière-là, mais l'idée, la toute petite étape après, ça va être celle-là, tu risques d'être coincé si tu fais ça comme ça. Et pareil, créer un échange et garder de la hauteur. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est déjà allé. L'autre type de pair programming qu'on peut adopter, une autre approche, qui est finalement assez compatible avec ce qu'on vient de présenter un petit peu avant, mais c'est d'introduire un petit peu du TDD, un peu comme un ping-pong. L'idée, c'est d'avoir une première personne qui va d'abord écrire un test, qui va rater, qui va décrire le comportement qu'on souhaite faire adopter au code qu'on est en train d'écrire. La deuxième personne qui va écrire la partie implémentation pour permettre de faire passer le test à vert. Et prendre du temps de refacto si c'est nécessaire. On est vraiment dans la logique, dans les 3 phases de TDD. On écrit un test qui rate, on écrit du code qui fait passer le test à vert et on retravaille le code pour avoir un code qui soit bien, qui soit modulaire, qui soit propre, qui respecte les standards. Et
qui garde le test à vert. Et après, on échange les rôles. Le développeur A, la développeuse A va basculer dans le code d'implémentation et l'autre développeur va commencer par écrire un test. On peut avoir une approche un petit peu différente qu'on va appeler Strong Style. C'est quelque chose qui peut bien marcher avec des développeurs, des développeuses qui ont des niveaux de seniorité assez différents. En gros, l'idée derrière le Strong Style, c'est quoi? Ça va être d'avoir une personne qui a une idée, qui pense à quelque chose et qui va guider, mais cette fois-ci très step by step, la personne qui est en train de développer, en lui disant « je pense que mon idée, ce que j'ai envie de développer pour résoudre le problème qu'on est en train d'adresser, il faut le faire de telle manière, et j'aimerais que tu l'écrives de telle manière. » Donc, en rentrant un peu dans le détail, donc on a un navigateur qui va réfléchir et qui va donner les instructions, et un driver qui va juste écrire, qui va essayer de pas trop d'avoir d'esprit critique sur le moment, qui va essayer d'écrire ce qu'il ou elle comprend des instructions qu'on lui donne. L'idée derrière ça, c'est entre l'idée de ce qu'on se fait d'une implémentation et ce que ça représente réellement, au moment où on l'écrit, il y a un monde. Il peut y avoir énormément d'ambiguïté, de mauvaise compréhension. Et ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de vérifier que ce qu'on a à l'esprit, quand on le passe dans l'esprit de quelqu'un d'autre, cette personne est capable de le comprendre. Ça veut dire que ce que je veux mettre en œuvre, c'est clair, c'est évident, c'est cohérent. Donc l'avantage de ça, c'est que on va créer énormément de communication explicite. On va devoir beaucoup expliquer les choses. Souvent, le driver, la personne qui développe, va pas forcément faire les choses bien du premier coup. On va devoir expliquer, on va devoir justifier, histoire de véritablement amener de la compréhension qui soit mutuelle. En faisant ça, vous avez une appropriation de code de la part des deux personnes qui est très forte. Elles sont en train de le produire ensemble et surtout, elles se sont assurées que la personne qui réfléchit à la solution, elle n'a pas écrit la solution elle-même, elle a réussi à la faire comprendre à quelqu'un d'autre qui va l'implémenter correctement. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. Et c'est parfait en fait pour tout ce qui est knowledge transfer. Souvent, les sessions de knowledge transfer qu'on peut avoir dans les entreprises, c'est quelqu'un qui va vous prendre la part dans un meeting pendant 1 heure, qui va vous montrer le code, vous expliquer ce que ça fait, éventuellement vous montrer de la doc. L'intention, elle est chouette. Le problème, c'est que on ne va pas forcément retenir grand chose. On va comprendre les concepts, on va rentrer dans le sujet, on va quand même retenir un certain nombre de choses, mais le meilleur apprentissage, en fait, c'est de faire des choses. J'ai besoin de faire évoluer le système, plutôt que de moi faire évoluer le système et te montrer ce que je suis en train de faire, on inverse les rôles. Je t'explique ce qu'il faut faire pour faire évoluer le système, et toi, tu développes dedans. Toi, tu te heurtes à la réalité du système, et tu comprends où est-ce qu'il en est maintenant, et où est-ce que j'ai envie de l'emmener. En le faisant toi-même, il y a une assimilation qui est bien plus importante, et un partage de connaissances, du coup, qui est beaucoup plus efficace. Et ça permet également aux développeuses, aux développeurs d'apprendre à mieux communiquer, à expliquer ce qu'ils sont en train de faire, à faire passer des idées. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend énormément quand on se forme. Moi, ma formation, elle commence à dater. C'est 15 ans que je suis dans la tech, et je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des modules autour de la communication, la collaboration active entre développeuses, entre développeurs, et même potentiellement avec d'autres parties prenantes et d'autres acteurs dans vos entreprises. Vous ne parlez pas que avec des collègues développeuses et développeurs, vous parlez avec d'autres personnes. C'est important de réussir à expliquer des idées, clarifier des choses, faire passer des messages pour pouvoir faire comprendre ce que vous êtes en train de faire et le rendre légitime aux yeux d'autres personnes. Cet exercice-là, un petit peu en environnement fermé, parce que vous êtes avec vos collègues du quotidien, c'est quelque chose qui va être hyper intéressant dès que vous allez sortir de ce périmètre finalement assez connu. Pour les développeuses, les développeurs qui cherchent à grandir professionnellement, qui sont seniors, qui sont très bons techniquement et qui cherchent des voies pour évoluer professionnellement, ce type de compétences, c'est hyper important. Vous n'avez pas besoin de convaincre vos collègues pour impacter plus fortement l'organisation, vous allez avoir besoin de convaincre des gens qui ne comprennent pas spécialement ce que vous faites à la base. Savoir vulgariser, savoir expliquer, savoir justifier, savoir débattre, c'est quelque chose qui va vous servir tout le long de votre carrière. Alors, on va faire une petite pause. Ceux qui avaient levé la main tout à l'heure, ils vont pouvoir intervenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager rapidement une expérience récente autour du pair programming et ce qui avait été chouette, agréable? Désolé, c'est un amphi, il y a beaucoup de monde, ça peut être impressionnant, mais s'il y a quelqu'un qui se sent.
Mhm. Ça marche. Je vais le répéter, je pense, pour que ce soit correctement enregistré. Donc là, le retour d'expérience, c'est euh, ça a été mis en place. Enfin, on a tendance à sauter dans du pair programming à partir du moment où on a une PR qui a l'air de s'enliser un petit peu, dès qu'on n'a plus d'un aller-retour entre les différents commentaires. On se dit c'est plus simple de rentrer dans un call, de prendre le temps de développer ensemble, de discuter ensemble de ce qu'on est en train d'adresser comme problème, s'il y a peut-être des incohérences ou des incompréhensions, et résoudre le problème ensemble. C'est quelque chose qui est très très bon. Euh, le point faible que je vois à la pratique, en fait, c'est que de le faire à ce moment-là, ça veut dire qu'on a déjà écrit le code de la mauvaise manière, entre guillemets, ou qu'on n'a pas réussi à transmettre l'information suffisamment tôt et qu'on a créé déjà un petit waiting time. On est déjà dans une pratique assez avancée et de tout ce qui est pair programming, mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'en sont pas là, en fait, dans leur pratique. Donc je trouve que c'est déjà un très très bon point. Euh, les contre-arguments qu'on a régulièrement pour la mise en place du pair programming, ça va être, si je mets deux personnes sur la même tâche, ça va être 2 fois plus cher. Sur le papier, c'est plutôt cohérent. Quelqu'un qui ne comprend pas notre métier, ça semble logique. Je veux dire, sur des tâches plutôt simples, on peut considérer plutôt simple, hein, où une personne suffit, entre guillemets, bah, pourquoi en mettre deux? C'est pas efficace, ça nous ralentit. J'ai 2 personnes sur la même tâche, non seulement ça me coûte plus cher, mais en plus, bah, peut-être qu'ils vont se bagarrer, ils vont pas être d'accord, on va pas avancer. Euh, ouais, j'arrive pas à me concentrer quand il y a quelqu'un qui me regarde. Ah, le problème, c'est peut-être pas la personne qui te regarde, c'est comment tu te sens vis-à-vis de ça. Est-ce que tu te sens jugé? Est-ce que tu es dans une entreprise où ça peut friter un peu, où il peut y avoir des remarques pas très agréables? Est-ce que c'est pas plus une histoire de culture dans l'entreprise, ça, que d'avoir quelqu'un qui te regarde? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de changer la perception que tu as de l'exercice et le fait d'avoir quelqu'un qui est en train de regarder ce que tu fais? Ça aide que les juniors. Ouais, c'est assez classique comme contre-argument. Les seniors, ils veulent pas s'encombrer d'un boulet, ils veulent avancer. Ça s'entend. Et bah, juste, on n'a pas le temps. On a tellement de choses à faire en même temps. On a 12 sujets en parallèle. Si nos 3 devs, ils font du pair programming, ils n'ont plus le temps de faire leurs 12 sujets en même temps. C'est vrai. Après, c'est dur de faire plein de trucs en même temps. C'est pas très efficace. Euh, Bah, ça marche pas avec tout le monde. Il y a des gens, ils aiment pas collaborer avec leurs collègues. Ouais, c'est vrai. Sauf que si on travaille en équipe, la collaboration, c'est quand même super important. On ne peut pas se dire, ah non, mais Julien, il veut pas travailler avec ses collègues, il aime bien développer vraiment tout seul. Il faut vraiment le laisser tranquille. Ouais, pourquoi aller dans une équipe alors? Donc, maintenant, si on creuse un peu les bénéfices qu'on peut avoir derrière hein, le pair programming et le mob programming, moi, ce que je vois énormément, c'est on va avoir un code qui est beaucoup plus qualitatif, dans lequel vous aurez beaucoup moins de bugs. Vous avez de la review qui se fait au moment où c'est écrit. Cette partie de code review suite à une pull request, en principe, je ne dirais pas forcément qu'il faut complètement l'enlever, mais vous avez déjà 2 personnes qui se sont penchées sur le code, qui l'ont co-construit. Le risque d'avoir besoin de beaucoup d'allers-retours et d'être passé à côté de quelque chose, il est quand même significativement réduit. Donc la partie review, c'est beaucoup simple, c'est beaucoup plus rapide. Il y a même des équipes dans lesquelles bah, tout simplement ça a été dégagé. Ils partent du principe que s'il y a 2 ou 3 personnes qui sont intervenues sur le code, il n'y a pas besoin de faire intervenir encore quelqu'un d'autre pour vérifier que le code est fait correctement. Si c'est juste pour vérifier que l'archi est bien suivi, que les guidelines sont suivis ou que le code est propre, bah, il y a des linters pour ça. On n'a pas besoin de quelqu'un qui prenne 1 heure pour revoir tout ce qui a été écrit. Le fait d'avoir plusieurs perspectives, on a des gens qui vont pouvoir réfléchir à tous ces edge cases, ces trucs un petit peu particuliers qu'en général on arrive à identifier par l'expérience. On va en avoir 2 personnes, on va pouvoir significativement réduire cette partie-là. Et bah souvent, on écrit du code qui est beaucoup plus testable. Si on a fait du ping-pong ou si on a des approches TDD, qu'on a une approche de testing qui est plutôt importante, d'avoir 2 personnes, bah, la partie testing, elle devient un petit peu plus importante. Quand on est un peu tout seul, on peut se dire, bon, j'ai écrit un test, il y a du test coverage, c'est bon, ça passera. À plusieurs, on a envie de faire les choses un peu mieux. On a envie de montrer à l'autre
qu'on a envie de faire les choses bien. Et on a en général des abstractions qui sont un peu plus propres et un naming qui respecte beaucoup plus ce qu'on a envie de faire, ou en tout cas qui est cohérent, parce que ce qu'on a choisi comme naming, encore une fois, on l'a choisi à plusieurs. L'idée, c'est, on ne fait pas de la double vérification, on se challenge en permanence pour être sûr qu'on a compris ce que l'autre demande et pour être sûr qu'on est aligné avec ce que l'autre a mis sur la table. On va avoir des boucles de feedback qui sont vachement réduites sur la partie delivery. On parlait de la partie pull request qui est souvent un waiting time dans les organisations. En faisant ça, en réduisant ce waiting time, on a déjà une boucle de feedback qui va être réduite parce qu'on va livrer beaucoup plus vite. On discute les problèmes sur le moment et on les résout sur le moment. Pas après avoir livré des choses ou au moment où, en phase de QA, on se rend compte que y a des choses qu'on a complètement oubliées. Moins de temps dans les PR. On a tendance à moins avoir à retravailler le code. Vous savez, ce moment où quelque chose est parti en prod, puis ça vous revient quelques jours plus tard, même des fois quelques semaines plus tard, parce qu'on est passé à côté de quelque chose. Vous avez déjà démarré autre chose. Vous n'êtes plus du tout dans le même contexte. Il faut revenir sur ce que vous avez fait, essayer de recomprendre ce que vous avez fait à l'époque, pourquoi vous avez fait ça comme ça, en admettant que vous ne soyez pas malade ou en congé, et que ce ne soit pas vos copains, vos copines qui doivent s'occuper de ça. Et encore plus galérer à recomprendre pourquoi Julien, pourquoi Sabine a fait son truc comme ça. Ça permet aussi donc de créer des itérations beaucoup plus rapides. On réduit la boucle de feedback, on a des itérations plus courtes, on a moins de waiting time sur toute la chaîne de production de votre logiciel, on gagne en confiance. Et tout ce qui est edge case, testing et les attentes d'un point de vue produit, le fonctionnel aussi, c'est quelque chose dont on discute à ce moment-là. Quand on écrit du logiciel, on n'est pas juste là pour écrire un code qui est beau, qui est bien fait. On est là pour écrire un code qui répond à un besoin produit, qui répond à un problème utilisateur. Et des fois, ce n'est pas toujours exactement ce qu'on a compris qui correspond véritablement aux attentes. Avec des personnes qui en discutent, qui en débattent, on a tendance à faire émerger potentiellement des trous dans la raquette ou des incohérences. C'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à faire quand on est tout seul ou toute seule devant son problème. Donc l'idée, c'est de ralentir un peu pour être beaucoup plus aligné et être beaucoup plus fiable dans notre manière d'avancer sur toute notre phase d'implémentation. Pour ce qui est partage de connaissances, c'est énorme. Je vous disais tout à l'heure, il y a un ticket qui vous revient sur du code que vous avez déjà écrit. Le problème, c'est que la personne qui a écrit le code, elle n'est pas là. Et puis, c'est Martin. Martin, c'est son périmètre. C'est cette partie de l'application, c'est hyper compliqué, c'est toujours Martin qui s'en occupe parce que de toute façon, ça va plus vite. Pas de chance, Martin, il est en vacances. On fait quoi? S'il n'y a personne qui est capable de reprendre ça, on fait quoi? Vous voyez, expliquer à votre organisation, la prod, elle est par terre, mais comme Martin, il est en congé, on va attendre qu'il revienne. C'est pas possible, c'est pas entendable. Et ça, c'est une responsabilité de l'équipe. Évidemment, responsabilité du manager, de la manager, mais je pense qu'en fait, à l'échelle d'une équipe, même à l'échelle individuelle, d'un développeur, d'une développeuse, se poser la question de est-ce que je suis indispensable ou pas, c'est important. Et si la réponse c'est oui, ça peut flatter l'ego, c'est chouette, mais c'est pas cool pour l'équipe en fait. On ne peut pas être suffisamment important pour être indispensable dans une équipe. C'est un très mauvais pattern, même si ça flatte l'ego. En faisant du pair programming, vous allez partager ça. Sur la partie connaissance du produit, connaissance de la code base, vous êtes plusieurs à la construire en permanence, sur les mêmes morceaux. Vous n'avez pas des gens qui sont silotés et qui travaillent sur leur petit périmètre. Vous cassez les silos. Parce que plutôt que d'avoir 3 personnes qui travaillent sur 3 parties de la plateforme différentes, vous allez avoir 2 ou 3 personnes qui vont passer d'une partie à l'autre. Alors, c'est un travail cognitif qui est exigeant, je ne dis pas le contraire. En même temps, quand on choisit de faire du développement logiciel, c'est pour se stimuler un petit peu intellectuellement, je pense. Et en faisant comme ça, c'est difficile d'apprendre tout un périmètre, mais encore une fois, en intervenant dedans directement, en produisant du code à l'intérieur de ça, en répondant à des problématiques utilisateurs, vous allez l'assimiler et le comprendre beaucoup plus efficacement que si vous êtes dans votre silo et qu'un jour il y a la prod qui est par terre, mais votre copain il n'est pas là. Pour tout ce qui est rotation au sein des équipes, vous avez un gros sujet qui arrive, qui va devoir intervenir sur la quasi-totalité de votre périmètre produit et donc sur la quasi-totalité de votre code base, d'avoir des gens qui sont intervenus un petit peu partout, parce qu'ils ont fait du pair programming qui les a emmenés de manière sécurisée d'une partie à l'autre de la plateforme. Vous avez besoin de créer une task force, c'est plutôt facile.
vous trouverez rapidement des personnes qui sont intervenues un petit peu partout et qui vont pouvoir collaborer ensemble. Et ça encourage vraiment l'équipe à sortir de sa zone de confort, sortir de son périmètre habituel et comprendre les décisions qui ont été prises au sein de son périmètre et même potentiellement à l'extérieur. On est vraiment dans un esprit de collaboration et de partage de connaissances, pas juste sur des bonnes pratiques techniques, mais sur l'ensemble de la code base de votre produit. Et des fois, ça va sortir même du périmètre technique. Vous avez besoin d'intervenir sur de l'infra, plutôt que de dire à une équipe plateforme ou à votre DevOps préféré, bah tiens, fais ça pour moi, allez faire ça ensemble, allez regarder comment ça marche, juste pour comprendre ce qui se passe en dessous, pour pouvoir peut-être demain filer un coup de main là-dessus, ou pas. Ça ne sera jamais perdu. Ça permet à tout le monde de grandir. Quand on entend des seniors dire, moi, pair programming, je n'ai pas trop envie, j'explique tout aux juniors, ça ne m'intéresse pas. Je vais boire un coup. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette partie-là. Ce qu'on peut voir, c'est que on a des seniors qui, des fois, sont ancrés dans certaines habitudes, des pratiques qui peuvent être très bonnes, avoir un esprit un petit peu fermé à la nouveauté, en collaborant avec un junior ou une junior qui va oser proposer des choses, avoir des idées, les partager. On va découvrir des nouvelles choses. Ce qu'on apprend aujourd'hui quand on est junior dans les écoles, c'est très loin de ce qu'on apprenait il y a 15 ans. Alors on a beau essayer de se tenir à jour, de suivre de la veille technologique, on passe à côté de certaines choses. Les juniors ont des choses à nous apprendre. Il y a ce côté neuf, naïf, challengeant, poser des fois des questions qui peuvent sembler un peu idiotes sur le moment. Ça aide à prendre du recul et à changer de perspective. Sur les juniors, ça aide à prendre du recul sur ce qu'on fait. Quand on est junior, c'est un petit peu comme dans le sport, on apprend la technique, on apprend à faire les choses bien. C'est difficile de lever le nez sur l'ensemble du jeu et devenir un petit peu stratégique. Accompagné d'un senior ou d'une senior, on apprend à faire ça, à pas foncer dans le code tout de suite, foncer dans la solution technique tout de suite, pardon. On apprend à prendre du recul. Ça crée des opportunités de mentorat. Je parlais des développeuses, des développeurs seniors qui veulent grandir, qui veulent avoir plus d'impact dans leur organisation, faire grandir les plus jeunes. C'est avoir un impact. C'est quelque chose qui se vend. C'est quelque chose qui fait grandir son équipe et c'est un investissement pour soi-même aussi, parce qu'on a des gens qui deviennent de plus en plus bons autour de soi. Et ça permet également aux juniors de se poser des questions sur des choix techniques, mais dans un environnement sécurisé. Quand on laisse la main aux juniors dans du pair programming, on les encourage à prendre des décisions, mais on questionne pourquoi tu as décidé ça, pourquoi tu penses que c'est une bonne idée, pourquoi tu n'as pas plutôt fait ça autrement. Ça crée vraiment des discussions qui, dans un environnement sécurisé, en évitant de mettre la prod par terre parce qu'on a laissé un junior ou une junior tout seul dans son coin, ça permet vraiment d'avoir des discussions sur le moment. Et de ne pas tomber des fois dans ce pattern où on a des juniors qui n'osent plus rien faire d'eux-mêmes, parce qu'ils se disent de toute façon, je vais me faire défoncer dans la PR, il y en aura pour 3 jours à tout refaire, je vais faire des tas d'allers-retours, ça ne va pas être sympa. Là, on crée un environnement sécurisé, on pose des questions sur le moment, et on résout les problèmes ensemble. Et ça renforce cette culture que je vous encourage véritablement à adopter, on apprend mieux en faisant. Donc, le résumé un petit peu de cette partie-là, c'est quand on fait du pair programming ou du mob à plusieurs, peu importe le niveau de seniorité, tout le monde peut apprendre. La seule condition, qui n'est pas forcément toujours évidente, c'est d'avoir l'esprit ouvert et d'accepter la critique, d'accepter le feedback, d'accepter d'être challengé, dans l'objectif non pas d'avoir raison, mais de prendre la meilleure décision, de produire le meilleur code et de prendre les meilleures décisions ensemble. Et sur la partie confiance, alors moi ça va faire une dizaine d'années maintenant que j'ai des rôles de manager ou consultant, coach dans les organisations. Pour moi, la confiance, c'est hyper important. C'est le truc que j'essaie de construire tout de suite. Si j'arrive en CDI, que j'ai mon équipe, je prends énormément de temps avec tous les membres de mon équipe. Si j'arrive en tant que consultant freelance dans une organisation, je commence par aller voir les gens, discuter, les écouter. Essayer de leur montrer que je comprends ce qu'ils me disent et que ça m'intéresse sincèrement. Parce que pour moi, en fait, il n'y a pas de croissance s'il n'y a pas de confiance. Si je ne peux pas être vulnérable, si je ne peux pas dire « je ne sais pas », si je ne peux pas dire « je me suis trompé », si je ne peux pas dire « je suis inquiet, j'ai peur » ou « je ne suis pas d'accord », je considère qu'on ne va pas réussir à grandir
de manière sereine. Donc, dans une équipe, la confiance, c'est quelque chose qui se cultive. Et si vous n'avez pas de confiance dans vos équipes, c'est un frein énorme. Et ça se travaille. C'est pas facile. Il y a des fois ce qu'on peut appeler de la dette émotionnelle, des précédents, des trucs qui se sont passés, qui font qu'on a toujours des gens qui apprécient pas trop travailler ensemble. C'est un frein énorme sur notre capacité à avancer. Et je pense que c'est ce qui bloque pas mal d'organisations dans l'adoption de ce type de pratique. C'est difficile de mettre ensemble des gens qui vont potentiellement se bouffer le nez, surtout sur un exercice exigeant comme celui-là. Donc l'idée, c'est, pour créer de la confiance, il y a déjà créé de l'écoute, de la compréhension, juste apprendre à se connaître. Et ce qui marche hyper bien sur le long terme, bon, c'est pas aller boire des bières ensemble ou manger une pizza, hein, c'est rigolo, mais si ça devient un peu chaud au boulot, la confiance, elle va vite disparaître. Non, non, ce qui marche bien, c'est de réussir des choses ensemble, de faire des trucs, des fois très difficiles, et de réussir ensemble, et de réussir à les célébrer. À partir de là, vous allez créer du lien. Et en faisant du pair programmé, c'est quelque chose qu'on peut faire. Vous allez créer un vrai lien relationnel, beaucoup plus fort, en travaillant directement ensemble, que sur de l'asynchrone. Ça peut marcher, l'asynchrone, si vous avez vraiment une culture d'entreprise autour de ça et des personnes qui affectionnent particulièrement ce mode de fonctionnement. Mais c'est loin d'être ce qu'on rencontre le plus. On est des animaux sociaux, on aime bien le contact, on aime bien se voir. Pair programming, c'est une opportunité d'être ensemble en même temps, au même moment, à faire quelque chose et à réussir potentiellement quelque chose. Ça permet aussi de briser un petit peu les difficultés autour de ce qui est langue. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en environnement international ici, qui ne parlent pas que français, qui ont des collègues de culture assez différentes. Ouais, 10%, 10-15%. Vous avez certainement rencontré des fois des collègues sur une histoire de langage, d'accent ou de wording. On comprend mal un message, on n'est pas trop sûr, et si on n'a pas l'opportunité un petit peu de désamorcer ce désalignement, cette incompréhension, ça peut peut-être des fois amener à des situations un peu dingues en fait. Puis, alors que si on avait pris sur le moment le temps de discuter, de s'expliquer, bah, en fait, on se serait évité beaucoup de drama, beaucoup de maux de tête. Être là en même temps à faire la même chose, ça aide à régler ce genre de problème. Et pour intégrer les gens, il n'y a rien de mieux. Vous êtes déjà arrivé dans une équipe où le premier truc qu'on vous dit, c'est cette semaine, tu vas lire de la doc pour comprendre ce qu'on fait parce que c'est hyper compliqué. Oh, c'est excitant, ça fait rêver. Bon, on peut aller manger ensemble le midi, c'est sympa, si vous n'êtes pas en full remote. Mais je pense qu'une nouvelle fois, il n'y a rien de mieux pour intégrer quelqu'un que de tout de suite faire prendre par cette personne à ce que vous êtes en train de faire. Pour rentrer dans le bain, il n'y a rien de mieux. Et bon, on ne va pas lui filer un ticket tout de suite. On va faire ça ensemble pour lui apprendre. Et pas mettre cette personne bêtement dans un coin avec de la doc. L'onboarding des devs, c'est hyper important et ça, c'est un hyper très très bon outil. Et j'ai envie de parler d'inclusion aussi. C'est un exercice qui est vachement bien pour inclure des personnes qu'on entend moins, qui se manifestent moins spontanément, qui sont un peu moins à l'aise dans les exercices sociaux comme celui-là. Ça permet de normaliser le fait de poser des questions, de ne pas savoir. C'est bien de ne pas savoir, et de savoir le dire, c'est encore mieux. Comme ça, après, demain, on sait. Mais tant qu'on ne dit pas qu'on ne sait pas, c'est compliqué de savoir après. Ça permet d'amplifier une culture qui est saine. Ça permet de rassurer tout de suite les personnes qui rentrent dans ce groupe de personnes, qui a cette culture d'inclusivité et de sécurisation psychologique. Viens, chez nous, tu as le droit de ne pas savoir. Chez nous, tu as le droit d'avoir un avis différent, d'être inquiet. On ne jugera pas ça et tu peux le constater dans notre travail au quotidien. Je trouve qu'il n'y a rien de plus révélateur que de regarder comment le code est produit dans une équipe. Ça en dit énormément sur l'équipe. Il n'y a pas besoin d'être en rétro, dans les réunions d'équipe ou quoi. Juste regarder comment le code est produit. Ça parle énormément déjà. Bon, je me recoupe un peu, désolé. Donc, sur la partie vulnérabilité, créer des opportunités d'apprendre, ça recoupe un petit peu tout ce que j'ai pu vous dire avant. Et pour les personnes plus introverties, de ne pas avoir à s'exprimer en face de toute l'équipe, au moins au début, ça rassure. J'ai une personne, j'ai appris à connaître un petit peu cette personne, j'arrive un peu plus facilement à parler avec cette personne. Peut-être demain, avec l'ensemble de l'équipe, j'y arriverai mieux, mais c'est une étape. Mais s'il n'y a pas cette étape intermédiaire, vous avez des fois des personnes qui restent un petit peu introverties au sein d'une équipe et qu'on a du mal à faire participer à l'ensemble de la vie de l'équipe. Il y a des étapes intermédiaires comme celle-là qui marchent hyper bien.
Et je disais, ça a tendance à refléter et un petit peu amplifier la culture de l'équipe. Si vous avez une équipe qui a une culture un petit peu toxique et des gens qui ne sont pas toujours super agréables, ce genre d'exercice, ça le révèle tout de suite. Ça ne marche pas, ça explose un peu et il y a des gens qui disent non, non, mais moi je ne veux plus faire de pair programming. Non, non, Vincent, il est trop chiant, il est méchant, je n'ai pas envie avec lui. Après, il y a des choses à creuser. C'est un bon révélateur. S'il y en a pour qui c'était trop long, qui se sont endormis, ce petit schéma de l'article de Martin Fowler sur le pair programming, il résume assez bien. Ça permet vraiment d'améliorer le flux dans vos équipes, la qualité de ce que vous livrez, et ça met en place vraiment énormément d'autres sous-pratiques qui sont juste essentielles quand vous voulez avoir une équipe qui performe. Être focus, avoir de la review qui se fasse en temps réel, avoir des modes de pensée différents entre une personne qui est en train de produire et une personne qui essaie de prendre un petit peu de recul. Tout ça, c'est ce que vous apporte le pair programming. Alors, les problématiques qu'on peut rencontrer quand on essaie de mettre ça en place, juste, c'est pas magique en fait. Je vous disais, ça a tendance à amplifier, à refléter la culture dans votre équipe. Donc, si vous avez un certain nombre d'aspects culturels qui sont pas ouf, ça va vous les révéler tout de suite. Donc, vous pouvez avoir un problème de communication qui soit un peu déséquilibré. Il y a une personne qui est tout le temps en train de parler, en train de tout expliquer à l'autre, et l'autre juste qui avance et qui n'ose pas trop donner son avis. Là, on n'est pas dans la collaboration, on est dans la direction pure et simple, c'est pas ce qu'on recherche. Ça peut créer énormément de fatigue. C'est un exercice socialement assez épuisant d'être avec quelqu'un et de travailler toute la journée sur la même chose. Donc c'est quelque chose qui doit se faire un peu avec parcimonie. Il faut doser les séances que vous faites. Il faut écouter les développeurs, les développeuses qui vont vous dire, moi maintenant j'ai besoin d'un peu de me-time. Il y a des équipes pour qui c'est ça tout le temps, et ça va bien à tout le monde, et il y en a pour qui c'est pas le cas. Et c'est OK aussi. On n'est pas là pour essayer d'atteindre un 100% pair programming, c'est pas l'objectif non plus. Ça peut révéler des problèmes de compétence ou de confiance. Quelqu'un qui va se dire, moi je sais pas faire et j'ose pas trop, mettez-le en situation de pair programming, s'ils ne se sentent pas à l'aise, pas en sécurité, ça va faire que renforcer ça et le rendre encore plus visible et désagréable. Et il faut aussi s'accorder sur le style et les attentes qu'il y a derrière une séance de pair programming. Si on met juste les gens ensemble en disant maintenant, faites du code à deux, s'ils ne savent pas exactement comment faire ça correctement, ça peut vite pas marcher du tout. Et tout simplement, s'il n'y a pas de confiance, ça ne marche pas. Et le solo time, je l'ai évoqué juste avant. Donc on voit que c'est pas, ça reste une pratique qui a ses risques et auquel il faut être attentif. On ne peut pas juste lancer ça comme ça, même l'imposer aux équipes, ça c'est encore pire, en se disant ça va marcher, c'est évident. En étant attentif à ça, je pense qu'on peut s'en sortir un petit peu mieux. Et sur des attitudes vraiment particulières qu'il faut éviter, quand on fait du pair programming, on fait du pair programming. On est dans ce qu'on fait. On n'est pas en train de faire autre chose. Ça, pour casser la confiance et l'engagement, il n'y a rien de pire, quoi. Ah, tu m'écoutes? Ouais, attends, je regardais un mail vite fait. Juste, il y a un mail qui est tombé. Non, vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de faire ça. Vous êtes focalisé, vous avez du temps pour vous et vous le dédiez à ça. Si vous n'êtes pas capable de le faire, si vous n'arrivez pas à être focus, c'est pas grave. On arrête la séance, on fait autre chose en attendant. Mais au moment où on s'y met, on est engagé, on est focalisé sur ce qu'on fait. Il faut garder ça comme une discussion ouverte. Si vous avez des personnes qui sont un peu trop dirigistes, en cours de séance ou avant, après les séances, débriefer un peu et bien clarifier qu'on a besoin qu'il y ait une discussion. Oui, tu es très forte. Oui, tu sais très bien où est-ce qu'on est en train d'aller, tu sais très bien comment tu veux construire les choses. Mais tu ne peux pas être la seule à parler. Tu ne peux pas être le seul à diriger la session. Il faut qu'il y ait un équilibre sur ces aspects-là. Il ne faut pas être impatient. Des fois, on a des navigateurs, des navigatrices qui vont voir que le code écrit commence à pas être génial. Non, 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 fais pas ça comme ça, attends, fais autrement. Il faut laisser la personne dérouler le fil de sa pensée, avancer un petit peu, laisser du temps pour comprendre aussi soi-même où est-ce qu'on est en train d'aller. Et si on n'est pas trop sûr, plutôt poser la question, pourquoi tu fais ça comme ça? Moi, je l'avais plutôt imaginé de cette manière-là. Est-ce que tu penses que ça peut pas être mieux? Mais si vous interrompez en fait systématiquement le cycle de production du driver, de la personne qui est en train d'écrire, vous ne pourrez pas comprendre où est-ce que cette personne essaie d'aller, et surtout au bout d'un moment, enfin, il y en a marre, quoi. J'ai besoin de pouvoir dérouler ce que j'ai à l'esprit, un minimum,
et qu'on puisse en discuter. Je ne peux pas être interrompu systématiquement. Garder un certain flow, c'est aussi quelque chose d'hyper important. Puis l'idée, c'est de switcher les rôles régulièrement, pas toujours faire la même chose, même s'il y a des fois, il y a des personnes qui sont un petit peu dans le confort, hein, dans un rôle ou dans un autre. C'est bien d'échanger. Même si à la base, les deux sont contents. Non, non, moi j'aime bien navigateur, ça me va, je dirige, c'est cool, et puis Julien, lui, il code. Non, c'est bien d'échanger. Ça équilibre l'exercice et ça permet en fait de basculer d'un mode de pensée à l'autre, d'un mode d'engagement à l'autre, et je pense que ça épuise moins sur le long terme. Et voilà, faire du pairing toute la journée, si ça vous va, si vos équipes se sentent bien dans ce mode-là, pourquoi pas? Moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'à partir d'une certaine quantité, ça fait trop. Et il y a besoin de temps pour souffler et puis être systématiquement entouré des autres personnes. Après, il n'y a pas de bon temps, en fait. Le bon temps, c'est celui qui convient à votre équipe et il n'a même pas besoin d'être toujours le même. Ça peut évoluer selon les périodes et c'est OK. Donc, au niveau des meilleures pratiques, il faut faire ça quand on a envie de le faire. Quand il y a une certaine flexibilité et qu'on garde à l'esprit qu'on est en train de travailler entre humains. On n'est pas là en train d'appliquer un process bête, on est entre humains et on a besoin de rendre ça humain. Donc, on définit le ton en amont. Est-ce qu'on est plutôt en strong style, driver navigator? Est-ce qu'on fait du TDD? Est-ce que tu es plutôt fatigué, tu préfères un rôle plutôt qu'un autre? Définir en fait les rôles avant et le ton qu'on veut mettre dans l'approche. En fonction de si ce que vous développez, l'objectif est clair ou pas, ou si vous êtes plutôt dans une exploration technique, ça peut radicalement changer l'approche que vous allez devoir adopter dans votre exercice. Faire une rotation des rôles et du style pour varier un peu, stimuler le cerveau et l'esprit cognitif de manière différente, et avoir vraiment des pauses pour pouvoir souffler, hyper important. Et créer de l'espace pour pouvoir poser les questions et surtout être pas d'accord, débattre. Si vous êtes en mode hyper pressé, vous n'allez pas avoir cet espace-là. Vous allez avoir l'impression qu'il n'y a juste pas le temps pour ça. Il faut que vous l'ayez. Il faut que vous arriviez à créer le temps pour ça. Et commencer par des choses petites. Il y a des équipes qui disent ouais, cool, on va faire du pair programming, c'est parti. On va faire ça 6 heures aujourd'hui, 6 heures demain, on va faire des gros projets avec ça tout de suite. Non, des petites expérimentations. Sur une demi-journée, sur une petite tâche, vous prenez 2 personnes qui ont envie d'essayer, de voir ce que ça donne. Elles font, et elles font un retour à l'équipe. Ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché. Il y aura peut-être des personnes qui auront eu des expériences à côté et qui voudront partager des tips et essayer de faire évoluer la pratique. Et c'est un petit peu comme ça de manière générale dans l'organisation de vos équipes. Vous voulez changer quelque chose, changez petit, voyez ce que ça donne et itérez. Comme dans le développement logiciel, c'est marrant ça. Et voilà, comme je vous disais, les rétros sur tout ce qui est expérience autour du pairing. Ce matin encore, c'était ma dernière slide avant les questions. Et puis, j'ai eu une discussion hier soir qui m'a un peu marqué à la soirée des speakers. Et aujourd'hui, avec les IA. Est-ce que si je code moi avec une IA en pairing, est-ce que je fais toujours du pairing? Donc je me suis dit, je vais faire une slide avec une jolie illustration. Et je cherchais des images. Et puis, les images, c'était beaucoup ça. Alors moi, il y a 2 trucs qui m'ont pas mal marqué là-dessus. Est-ce que vous avez des idées de ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qui m'a marqué? Ouais. Alors, pardon? Alors sur les IA, c'est souvent l'IA qui dirige, effectivement, qui n'est pas les mains sur le clavier, ok, donc qui ne produit pas le code. Ouais. Ouais. J'étais dégoûté quand j'ai vu ça. Il y a que des hommes qui sont avec une IA, enfin avec un robot, et qui codent avec le robot. Et ce qui m'a surpris beaucoup plus, c'est de voir que c'est l'homme, du coup, enfin l'humain, qui tient le clavier. Moi, j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, quand on essaie de faire du pairing avec de l'IA, on prend du recul et c'est l'IA qui produit le code. Donc, bref, ça m'a un petit peu surpris. J'ai pas la réponse à la question qui me vient après, mais est-ce que faire du pairing avec une IA, c'est toujours faire du pair programming? Je pense que ça apporte énormément de choses. Je pense que c'est un exercice qui est très intéressant, mais moi, je fais du management et ça fait assez longtemps que je code plus. Du coup, la dimension humaine, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Est-ce que c'est parce que je sais plus coder? J'en sais rien. Je vous laisse juger. Mais si vous voulez, avec tout ce que je vous ai présenté là maintenant,
ce que moi j'ai constaté en fait en préparant cette présentation, en la donnant et en discutant avec pas mal de personnes, c'est que la dimension humaine dans le pair et le même programming, bah, c'est quelque chose qui est quand même hyper important en vrai. Ça crée quelque chose qu'on peut difficilement créer quand on paire avec une IA. Alors, faire du mob avec une IA, plusieurs humains, une IA, des agents, pourquoi pas, je sais pas. Je trouve que les temps changent hyper vite sur ces sujets-là. J'essaie de pas avoir de position trop arrêtée parce que ce qui était vrai en décembre l'année dernière, bah, ça l'est plus aujourd'hui. Donc, j'essaie de me questionner, de rester ouvert. J'ai envie de vous encourager à faire pareil, hein. Mais à garder toujours à l'esprit que les gens avec qui vous travaillez principalement, c'est des humains. Et il faut quand même continuer à prendre le temps de maintenir tout ça pour que ça fonctionne. Là, c'est un petit peu les sources sur lesquelles je me suis appuyé pour faire les slides. Si je ne sais plus, on partage les slides, comme ça vous aurez des sources sympas sur le sujet. Et il nous reste 3 minutes 45 pour des questions et surtout pour que vous scanniez le QR code et que vous me fassiez un retour, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a des questions ou des remarques? Oui. Ah. C'est un peu un test alors si tu as déjà ta réponse. Ou c'est pour débattre. Alors la question c'est est-ce que c'est le manager est-ce qu'on doit créer un poste en quelque sorte de manager pour aider l'équipe à adopter des pratiques comme celle-là ou est-ce que ça doit venir de l'équipe? Moi j'ai toujours été un manager people-oriented et historiquement par mon expérience et mon parcours, une certaine humilité vis-à-vis de mes collègues. J'essaie de faire en sorte que ça vienne de mes collègues parce que j'ai commencé à être manager, j'avais 27 ans. Quand vous avez dans votre équipe des gens qui peuvent être vos parents, l'argument d'autorité, vous le rangez et vous vous dites ça sert à rien. Donc vous essayez d'avoir d'autres approches. Donc à partir du moment où ça vient de l'équipe, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Si ça vient pas de l'équipe, avoir quelqu'un qui essaie de faire passer des messages, de faciliter, de convaincre d'une certaine manière, mais sans imposer, ça peut encore fonctionner. Mais imposer, je pense que c'est absolument pas une bonne idée d'avoir en quelque sorte quelqu'un qui arrive dans une boîte et qui dit maintenant on va tous faire du pair programming, vous allez voir c'est génial. C'est bien d'essayer de convaincre, d'expliquer les intérêts qu'on pourrait y avoir, qu'on imagine y trouver, et lancer des petites expérimentations en fait. Et à partir de là, voir les résultats, en tirer les conséquences et faire évoluer les pratiques. Mais vraiment l'idée de dire on va avoir quelqu'un qui va pousser le pair programming en mode imposé, non, en mode acculturer, expliquer, pourquoi pas. C'est en tout cas ce que moi je fais dans certaines organisations. Il y en a qui sont vachement ouvertes et qui adoptent ça et chez qui ça marche très très bien. D'autres pour qui c'est plus compliqué. Et on avance petit à petit, chacun à son rythme. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Il nous reste 1 minute 24. Oui. Pour créer de la confiance? Alors, mon approche, c'est de forcer le trait sur 2 choses. Quand je rentre en contact avec quelqu'un, c'est dans un premier temps montrer de la vulnérabilité. Je ne sais pas tout, je me trompe, je fais des erreurs, je suis inquiet, bref, je suis humain, mais je suis compétent. C'est-à-dire que les sujets où je ne sais pas, où je ne suis pas sûr, je le dis fort. Mais je vais apprendre, je vais me renseigner. Mais aujourd'hui, je ne sais pas répondre, je ne sais pas faire. Et les sujets où je sais faire, où je suis fort, je vais aussi le dire fort. Ça, je sais faire. Voilà ce que je vous propose. Et j'ai de la confiance là-dessus. En faisant ça, je montre que c'est OK d'être bon et de le faire savoir, mais également de ne pas le savoir. Et je montre également que ça va m'intéresser beaucoup ce que les autres pensent, sincèrement. On parle beaucoup d'écoute active, par exemple. J'écoute pour comprendre, j'écoute pas pour répondre, j'écoute d'abord pour comprendre. Je pense que c'est quelque chose aussi qui amène aussi très vite de la confiance. Donc de la vulnérabilité, de la confiance quand on l'est véritablement, et une capacité d'écoute active. Pour moi, c'est 3 choses qui sont hyper importantes.
de manière individuelle. Quand on veut créer de la confiance au sein d'une équipe, il faut avoir conscience que plus l'équipe est grande, plus on va avoir de ces relations individuelles à entretenir, à soigner. Et des fois, on part de très loin. Et je pense que pour guérir une relation qui ne marche pas forcément bien, l'idée c'est de réussir à créer un succès, à créer quelque chose qu'on a réussi ensemble. En quelque sorte, un point de repère positif dans la relation qu'on a, qui était potentiellement jusqu'ici soit juste inexistante, soit pas très bien. Et alors je me plante tout le temps dans les chiffres, pardon, mais de mémoire, une équipe avec 9 personnes, on a plus de 40 relations à gérer. Au manager, à la manager, d'être attentif à ça, parce que c'est souvent la personne qui a la vision d'ensemble, mais c'est quelque chose qui se soigne aussi à l'échelle de l'individu. Je me sens pas à l'aise avec cette personne, peut-être juste que je la comprends pas très bien. Il y a un poster de Constantin Gay de Scrum Life que j'aime beaucoup partager avec des clients, c'est qui dit en substance les gens ont des attitudes et des comportements rationnels. Si à nous, il nous semble irrationnel, stupide, idiot, désagréable, méchant, etc., c'est qu'on ne comprend pas en fait ce qu'il y a derrière. Et pour comprendre, il faut écouter pour chercher à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on peut justifier tout, mais à partir du moment où on comprend un comportement, sincèrement, profondément, on peut travailler à le faire évoluer. On peut travailler à apaiser une crainte, à dissiper un malentendu, à améliorer une pratique ou faire évoluer une valeur au sein d'une équipe. Mais tant qu'on n'a pas cette capacité d'écoute active et de compréhension de l'un de l'autre, ça ne marche pas. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Super. Quelqu'un d'autre? Alors, dernière et après time out. Vas-y, dis-moi. Oui. Oui. Mhm. Mhm. Oui, les cultures du feedback, très très importantes. Savoir se dire les choses. Et on rentre de nouveau dans le sujet de la confiance au sein d'une équipe en fait. Si je ne sais pas trop comment tu vas réagir, si on va se fâcher parce que je te partage quelque chose en essayant d'être constructif, c'est difficile. Je vous propose qu'on s'arrête parce qu'après il y a une petite pause café, puis il y a certainement d'autres confs où vous voudrez aller. Merci encore. Et si vous voulez échanger, il faut le faire vite parce que j'ai montré un midi à Tours. Voilà.